Sur la première, le journal du matin 7h36, il faut cesser de criminaliser l'immigration clandestine en traitant la question sous le seul angle de la sécurité. Ce message, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme des migrants va tenter de le faire passer dès demain auprès des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles. François Crépeau qui présentait justement, on en parlait à l'instant, son rapport sur la politique migratoire européenne hier soir devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. François Crépeau qui est notre invité ce matin en direct de Genève précisément. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h François Crépeau. Vous en êtes persuadé, c'est votre message, seule une décriminalisation de l'immigration clandestine pourrait permettre de résoudre cette question des migrants et cette tragédie humanitaire, l'incroyable désastre maritime que leur déplacement engendre. Pourquoi en êtes-vous convaincu ? Parce que les migrants vont venir de toute façon. Les migrants qui viennent sont soit des réfugiés, soit des gens qui ont besoin de mettre du pain sur la table de leur famille. Ce sont des migrants de survie dans les deux cas. Et ces migrants-là, comme dans toute l'histoire de l'humanité, se déplacent pour trouver des opportunités. Ils vont venir de toute façon si nous offrons des mécanismes de mobilité qui répondent à leurs besoins. Ils vont venir légalement. Si nous n'offrons pas ces services, eh bien, ils trouveront d'autres services. Et nous sommes en train, par nos politiques de prohibition, de créer des marchés clandestins. Nous sommes quelque part responsables des marchés qui ont été créés pour les passeurs. Ils ne sont pas une menace à la sécurité. Vous en êtes convaincu ? 99,99% de ces migrants et de ces réfugiés sont courageux, intelligents, dynamiques, persévérants et parfaitement inoffensifs. Si vous parlez aux spécialistes de la sécurité, le problème n'est pas le contrôle migratoire. Ce que veulent les spécialistes, par exemple de l'antiterrorisme, etc., ce sont des informations très précises sur des individus très précis. Le contrôle migratoire, le contrôle de masse, c'est pas leur problème. D'ailleurs, en encourageant cette clandestinité, en n'offrant pas des mécanismes qui incitent les migrants à venir voir le garde-frontière et à présenter des papiers, eh bien, nous rendons la situation beaucoup plus compliquée pour les services de sécurité. Si nous offrions des visas facilement accessibles, s'il y avait des billets de traversier à prendre à partir d'Alger, de Tunis ou de Izmir, les gens se déplaceraient parfaitement légalement en dépensant quelques sous pour les visas et pour les billets de traversier, au lieu d'être obligés de prendre ces bateaux, je veux dire, dont beaucoup d'entre eux coulent, et de se mettre à la merci des passeurs. Donc, offrons des services de mobilité et nous contrôlerons beaucoup mieux les frontières. C'est quand même paradoxal qu'au nom du contrôle des frontières, on perde le contrôle de la frontière au profit des passeurs. Comment persuader, François Crépeau, les autorités européennes de suivre les pistes que vous préconisez, qui paraissent très claires là ce matin, et leur prouver surtout que les politiques répressives au pire ou laxistes au mieux sont un échec. C'est un travail de Sisyphe, non ? C'est pas facile parce que le contexte politique ne s'y prête pas. Dans la plupart des pays, des mouvements nationalistes populistes diffusent depuis une trentaine d'années des fantasmes et des mythes du genre de ce que Jean-Marie Le Pen a pu dire il y a 30 ans, 2 millions d'immigrants, 2 millions de chômeurs, ce genre d'équation absolument absurde du point de vue économique et du point de vue de la science sociale. Mais il n'y a aucun parti politique en ce moment parti politique centriste, je dirais, qui soit capable de reprendre ce genre de discours pro-immigration, montrant l'importance de la mobilité, de la diversité, pas peur de perdre des voix. Même la gauche est prudente sur ce sujet dans certains pays. Mais absolument. La raison en est très simple. Nous sommes des démocraties électorales. Les politiciens fonctionnent avec un incitatif électoral. Dire du bien des migrants n'apporte aucune voix parce que les migrants ne votent pas. Comment est-ce que les femmes ont gagné des points politique et juridique? Comment est-ce que les personnes handicapées, les gays et lesbiennes, c'est en convainquant les politiciens qu'il y aurait des voix à gagner en entonnant un discours pro-femmes, pro-handicapés, etc. Là, il n'y a aucun vote à gagner. Il n'y a que des votes à perdre. Et donc, c'est une limitation structurelle de nos démocraties électorales. Tant que les migrants ne votent pas, c'est difficile pour des politiciens de prendre des positions pro-immigration. Alors, il y a ces questions-là, purement démocratiques. Il y avait les questions sécuritaires qu'on
évoquait à l'instant. Puis il y a la question économique. Que répondez-vous, François Crépeau, aux politiques, notamment de droite, voire même très à droite, qui disent que les gouvernements européens doivent d'abord répondre aux besoins de leurs citoyens à eux, qui trouvent un boulot, qui trouvent, qu'ils assurent leurs soins médicaux avant de prendre en charge des dizaines de milliers, des centaines de milliers de réfugiés. C'est un argument massu que brandissent beaucoup de partis. Que répondre à ça ? La plupart des études économiques et de sciences sociales montrent que l'immigration n'a à peu près pas d'impact sur la situation de l'emploi dans la plupart des pays. Ce qui compte, c'est que la mobilité soit encouragée. Regardons ce qui s'est passé, par exemple, pour l'Angleterre après l'élargissement de l'Union européenne en 2005. 1,5 million de centres européens sont entrés en Angleterre et en Irlande, qui étaient les seuls pays qui avaient laissé leurs frontières ouvertes, et ont occupé des emplois. On ne pouvait pas se faire servir une bière sans que ce soit avec un accent d'Europe centrale. C'était très bon pour l'économie britannique. Et quand la crise a frappé en 2008, 2009, 2010, eh bien, les 2 tiers d'entre eux sont partis ailleurs, trouver des emplois, ayant acquis des compétences transférables, comme parler anglais, par exemple, et probablement se trouvant des emplois ailleurs. Tout ça est excellent. Cette mobilité, nous la voulons dans nos pays. Cette mobilité, nous la voulons à l'intérieur de l'Union européenne, parce que c'est la meilleure manière d'ajuster les besoins d'emploi et les compétences des individus. Eh bien, pourquoi est-ce que ça ne serait pas la même chose au travers des frontières internationales? Alors, soyons très pragmatiques, François Crépeau. Les migrants traversent légalement, en payant peut-être leur passage. En tout cas, ça ne passe plus par des passeurs clandestins. Ils arrivent par le canal officiel en se présentant directement quoi, auprès des autorités de douane, c'est ça? Puis ensuite, il se passe quoi? On les transporte dans des bus, dans des trains? Comment vous voyez les choses très concrètement sur place? Eh bien, écoutez, regardons ce qui se passait dans les années 50 et 60. Des millions d'Africains, de Nord-Africains et de Turcs sont entrés en Europe pour occuper des emplois. Ils pouvaient obtenir des visas auprès des ambassades, ou alors ils venaient comme touristes sans visa, ça dépendait des pays. Et ensuite, s'ils trouvaient un emploi, ils faisaient changer leur visa en permis de travail. Et puis pour venir, ils achetaient un billet de traversier à Alger ou à Izmir. C'était relativement simple et il y avait des contrôles aux frontières. À toutes les frontières, il n'y avait pas de liberté de circulation. Et pourtant, ces gens-là venaient, occupaient des emplois. S'ils ne trouvaient pas d'emploi, ils repartaient chez eux, revenaient l'année suivante. La mobilité était la règle. Et c'était une situation, il n'y avait pas de mort en mer et il n'y avait pas de mafia de passeurs. Le nœud gordien de l'histoire, et je vous reprends vos propos, s'ils trouvent un emploi, ils viennent. Oui. Au fond, qui leur assure un emploi? Et s'ils n'ont pas d'emploi, que se passe-t-il? Ben voilà, et c'est là où il faut être un petit peu intelligent. Il faut créer des systèmes qui incitent les migrants à respecter les conditions des visas. Par exemple, on pourrait très bien créer un visa qui est valable 5 ans, qui permette 5 entrées à l'intérieur de l'Union européenne. On reste 4 mois pour chercher de l'emploi. C'est ça l'objectif. Les gens viendraient acheter pour 200 € à une ambassade ce visa. Ils viennent, ils passent 4 mois. S'ils trouvent un emploi, leur visa est transformé en permis de travail. S'ils ne trouvent pas d'emploi, ils ont le choix. Ils restent en Europe clandestinement, ils perdent tous les avantages du visa, alors qu'ils ont ce visa qui est encore valable 4 ans, ou alors ils rentrent chez eux, ils ont 8 mois pour réorganiser leur CV, apprendre un peu d'anglais, apprendre ceci, etc., et revenir plus tard. On crée des incitatifs à se présenter aux gardes-frontières plutôt que d'aller voir les passeurs. Et ça, c'est la clé. Par ailleurs, l'autre élément clé, c'est que nous avons des marchés clandestins de l'emploi dans tous nos pays, dans l'agriculture, dans la construction, dans l'hospitalité, dans les soins. Eh bien, ce sont des facteurs d'attraction énormes pour la migration clandestine. Pourquoi? Parce qu'il y a des emplois, et ces emplois sont des emplois exploitables. Tant que nous ne lutterons pas contre les employeurs exploiteurs et ne réduirons pas ces marchés de l'emploi clandestin, des migrants clandestins viendront avec des passeurs et seront exploités. On a besoin des clandestins parce qu'ils nous coûtent pas cher, parce que l'agriculture se nourrit aussi de cette main-d'œuvre à très très bas coût. Voilà. Si jamais on doit rendre tout ça officiel, les entreprises ne seront pas d'accord de leur payer des salaires décents. Et le système ne fonctionnera pas comme ça. C'est la loi du marché, ça, François Crépeau. Oui, c'est la loi du marché, mais c'est une loi du marché que nous connaissions au 19e siècle. Les industriels du 19e siècle, après la révolution industrielle, ne voulaient pas payer de salaire minimum, ne voulaient pas de syndicats, ne voulaient rien. Et
pourtant, nous l'avons imposé et le monde n'a pas explosé. Donc là, nous avons permis depuis une trentaine d'années à ces marchés clandestins d'exister. Nous leur fournissons une subvention au coût de la main-d'œuvre en regardant dans la direction opposée quand ils emploient des migrants clandestins. Nous devrions lutter contre ça de façon très claire et commencer une discussion collective sur comment rendre l'agriculture ou la construction rentable sans exploiter les gens. À ce moment-là, en faisant monter certainement les salaires, mais peut-être en trouvant des solutions de subventions ou d'autres qui permettent de financer une partie de ces salaires, eh bien, nous créerons un marché de l'emploi beaucoup plus sain dans lequel la compétition se fera sur les compétences entre citoyens et étrangers et non pas sur la capacité d'exploiter les étrangers puisque les citoyens, eux, n'acceptent pas d'être exploités. François Crépeau, on vous entend depuis 7-8 minutes et puis c'est un discours très séduisant en même temps sur le papier qui sort à la réalité. La réalité, Patrick Chaboudet, vous êtes avec nous, c'est l'Autriche qui a suspendu l'examen des demandes d'asile déposées auprès de ses autorités. Oui, Vienne veut stopper le train de l'asile autrichien, des propos de la ministre de l'Intérieur, repris en titre d'un article de la NZZ. Elle veut rendre l'Autriche moins attractive et c'est aussi un moyen, dit-elle, d'inciter les autres pays membres de l'Union européenne à faire davantage d'efforts pour accueillir les vagues de réfugiés qui viennent en Europe. Des mesures à la légalité pour le moins douteuses, selon le quotidien, qui publie une photo de tente de fortune où se trouvent désormais des centaines de réfugiés en Autriche. Le symbole indigne, estime la NZZ, d'une politique d'asile qui a fait faillite. Voilà, la réalité, c'est l'Autriche, pays voisin de la Suisse. François Crépeau, comment commentez-vous cette situation autrichienne ? Écoutez, c'est le résultat manifeste des politiques et des discours nationalistes populistes. Les partis au pouvoir veulent garder le pouvoir et ne trouvent pas les moyens d'avoir une politique pro-immigration. Là, on a une situation de faillite politique et morale collective à laquelle il va falloir répondre. Il va falloir que les partis centristes, à un moment donné, trouvent le courage de dire que ce que disent les partis nationalistes populistes est faux. Et qu'il faut changer de politique. Le problème ici de ces réfugiés, ce n'est pas les quelques milliers de réfugiés. Nous avons 200 000 réfugiés qui seraient entrés en Italie par la mer l'an dernier. Ça, c'est 0,0004% de la population européenne. Ça n'est pas une menace. Divisé par 28 pays, on arrive à des chiffres très parfaitement gérables pour chacun des pays. J'ai proposé il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, que en fait le Nord global, en comptant l'Amérique du Nord et l'Océanie, devrait accueillir pour les Syriens au moins 1 million de réfugiés dans les 5 prochaines années. Divisé en 5 ans, ça fait 200 000 par année. Divisé entre 32 pays représentant 850 millions d'habitants, on est dans des tout petits chiffres. Ça représente peut-être 3 000 personnes par année pour la Suisse. Totalement gérable. Et en faisant cela, en allant chercher 1 million, par exemple, de réfugiés à Istanbul, à Amman, à Beyrouth, nous réduisons considérablement le marché de ces réfugiés pour les passeurs. Ils étaient la majorité l'an dernier, d'une part. Et d'autre part, nous envoyons un signal très clair à ces pays du Moyen-Orient que nous les soutenons. En plus, nous savons exactement qui nous prenons et nous leur donnons des papiers et nous préparons leur arrivée par des politiques d'intégration. Où est le problème ? Où est le problème ? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre sur pied des politiques comme ça qui sont beaucoup plus bénéfiques pour nous ? Le problème, c'est que vous n'êtes pas entendu, j'ai envie de vous dire. C'est pas votre premier rapport devant la Commission des droits de l'homme d'ONU. Et hier, les commissions des droits de l'homme ont tenu un débat interactif. J'ai envie de vous demander, François Crépeau, quelle est votre influence réelle, l'impact que vous pouvez avoir, notamment sur l'Europe ? Vous n'avez déjà aucun pouvoir contraignant, mais enfin, c'est le jeu. Il est peut-être là le problème, non ? Non, je pense pas. Moi, je suis un rapporteur, donc qu'est-ce que je fais ? Je fais des rapports. Et ce que je contribue, c'est des idées et des manières de dire. Je crois que les politiciens centristes, aujourd'hui, sont un peu désespérés face aux gains des discours nationalistes populistes. Ça fait 30 ans qu'ils font du suivisme sur ces questions-là, depuis que Jean-Marie Le Pen a émergé vers 81-82. Et donc, ils aimeraient bien développer un autre discours. Alors, ce que j'essaye de faire avec bien d'autres, d'ailleurs, je suis pas du tout le seul, c'est de fournir un nouveau narrative, comme on dit en anglais. Un storytelling, pour dire en français. Storytelling en français, voilà. Oui. J'essaie de fournir des idées de manière à ce que des politiciens centristes puissent créer ce nouveau discours qui soit pro-immigration, pro-diversité, qui montre que la migration, et en fait pas la migration seulement, la mobilité, que les gens puissent aller et venir, comme nous pouvons aller et venir, quand ça nous chante,
comme nous voulons, trouver un emploi ici, repartir après 2-3 ans, trouver un emploi ailleurs, etc. Nous le souhaitons à l'intérieur de nos pays et partout. C'est une condition de fonctionnement des économies. Les entreprises veulent de la mobilité et pourtant, les politiciens centristes n'arrivent pas à créer ce discours. Oui. Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est de fournir ce storytelling, comme vous dites. Oui, et puis vous l'avez dit, il y a le storytelling, mais il y a aussi nous, simples citoyens, consommateurs quotidiens. On est les premiers, pour revenir à la question de l'agriculture et de la main-d'œuvre clandestine à bas coût, on est les premiers à vouloir disposer de fruits et de légumes à des prix défiant toute concurrence. Pour ne citer que l'exemple de l'agriculture, c'est peut-être ça aussi ce à quoi il faut s'attaquer, c'est nos comportements à nous. Voilà, écoutez, l'agriculture biologique, depuis 20 ans, entonne un discours sur la santé et on voit de plus en plus de produits biologiques. Le fair trade, ça fait 30-40 ans qu'on en parle et on voit aujourd'hui de plus en plus de fair trade, des contrôles sur la manière dont les enfants sont employés dans des usines en Asie pour fabriquer des jeans. Tous ces mécanismes existent et en fait, tous ces mécanismes augmentent un petit peu le coût des produits qu'on utilise. Est-ce qu'on est prêt à payer plus ? C'est ça la question. Est-ce qu'on est prêt à payer plus ? On est prêt à payer plus pour des tomates bio, on est prêt à payer plus pour des jeans fair trade, on devrait être capable d'être prêt à payer plus pour le ramassage des fruits et légumes sans que personne ne soit exploité et avec des salaires qui soient décents. La question est toujours, qu'est-ce que nous devons mettre en place collectivement pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent ? François Crépeau, vous êtes avec nous une petite dizaine de minutes encore. On sait que les pays de départ de ces migrants sont souvent la base du problème. Il y en a un, notamment le président soudanais Omar al-Béchir. Patrick Chaboudet, vous êtes encore avec nous, échappe une fois encore à la justice internationale. Oui, c'est la fin d'un tribunal. Repose en paix, Cour pénale internationale, une formule désabusée en tête de l'article du Bund. En invitant Omar al-Béchir et surtout en le laissant repartir sans autre, en dépit d'une requête de la justice sud-africaine, Pretoria a torpillé la CPI. Dernier coup dur pour une institution souvent critiquée. L'arrogance des autorités sud-africaines à l'égard du droit international coupe le souffle, constate le Bund, mais c'est une attitude malheureusement partagée par la plupart des pays africains. La CPI n'est guère mieux soutenue par d'autres grands pays comme la Chine et la Russie. Scepticisme marqué également des États-Unis qui n'ont pas ratifié l'acte fondateur de la CPI. Peut-être un commentaire, François Crépeau, sur la CPI. Tous ces mécanismes qui appellent à la responsabilité sont difficiles à mettre en place. Depuis toujours. À partir du moment où vous créez un système dans lequel vous appelez des politiciens à la responsabilité, que ce soit des commissions des droits de la personne, que ce soit la rule of law dans les tribunaux administratifs, etc., vous vous heurtez à la raison d'État. Et la raison d'État doit être réduite progressivement et il faut demander des comptes aux politiciens. Tout cela prend du temps. La situation aujourd'hui dans nos pays est meilleure qu'il y a 50 ans et certainement qu'il y a 100 ans, mais ce sont des processus constamment renouvelés parce que le pouvoir cherche toujours à échapper au pouvoir. C'est ce que Montesquieu avait dit il y a déjà très longtemps. Oui, absolument. On parle du Soudan, là, donc les pays de départ comme le Soudan, mais d'autres qui sont souvent la base du problème. Comment agir sur place ? Est-ce que vous en avez les moyens ? On se dit que c'est la seule solution à long terme, agir à la racine du problème, là d'où partent les migrants. Cela dit, ça semble être une chimère, non ? Non, je veux dire, nous avons des politiques de développement que nous mettons en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont en partie un échec, mais en partie un succès. On a des politiques de libre-échange qui ont réussi à sortir de la pauvreté près d'1 milliard, 1,5 milliard de personnes, que ce soit en Chine ou en Afrique. On met en place l'idée de la mobilité, par exemple de la migration. Vous savez que la migration permet presque 450 milliards de dollars de renvoi d'argent vers les pays d'origine. Et ça va vers les familles directement. C'est les migrants qui envoient ça à leur famille. Donc, il n'y a pas de corruption là-dedans. Et donc, on a là un outil de développement colossal. Si on augmente la mobilité, si on augmente les déplacements, on augmente aussi ce fonds-là. Donc, il y a toutes sortes de choses qui existent pour permettre ce développement. Bien entendu, les questions de démocratie, les questions de violence doivent aussi être attaquées. Et là, nos pays sont souvent très maladroits. Les interventions militaires ont des effets, font des vagues sur plusieurs générations, et ça, c'est dommage. Une dernière question sur les migrations, François Crépeau. Est-ce qu'on peut vraiment résoudre de la même manière la question, par exemple, du million de réfugiés syriens que celle du flux plus constant des migrants d'Afrique du Nord ? Je veux dire, sur les réfugiés, il faut faire pour les gens de Syrie et d'Érythrée ce qu'on a fait pour les Indochinois. Ce sont des crises
temporaire. La Syrie va se pacifier, que ce soit dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas quand, mais ça va arriver, comme le Cambodge s'est pacifié, comme d'autres crises se sont pacifiées. Donc ça va arriver. Il faut répondre à cette crise immédiatement, et ensuite, on voit comment on gère la suite. Pour la mobilité de main-d'œuvre, ça, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours. Nous avons des besoins de main-d'œuvre, des gens ont besoin d'emploi et nous nous déplaçons. C'est ce qu'on veut à l'intérieur de nos pays, c'est ce qu'on veut à l'intérieur de l'Union européenne. Il faut l'accepter sur la scène mondiale, créer les outils, par exemple les visas intelligents, qui incitent les gens à utiliser ces visas et ces mécanismes pour réduire le marché des passeurs. Et en faisant cela, nous répondons aux besoins de nos employeurs. Et si les personnes ne trouvent pas d'emploi et qu'on n'a pas de marché de l'emploi clandestin chez nous, eh bien les gens repartent. C'est ce qui s'est passé pendant des années à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Les Mexicains entraient quand il y avait de l'emploi, repartaient chez eux quand l'emploi disparaissait, revenaient plusieurs mois plus tard quand il y avait un autre emploi, et cette mobilité facilitait le développement de l'économie, était de l'huile dans les rouages de l'économie. C'est quand on a commencé à mettre des barrières que les gens ont refusé de retourner chez eux par peur du risque de ne pas pouvoir revenir. Et là, on a grippé tout le système. Cette question est venue sur la table il y a quelques semaines, celle des quotas. Comment définit-on quel contingent par pays? Qui définit ça? Est-ce que vous avez une idée, François Crépeau? Moi, je trouve que la solution de la libre circulation des personnes en Europe est la meilleure. C'est aux individus avec des compétences et aux employeurs avec des besoins de main-d'œuvre de décider entre eux qui est employé et quand. Et à ce moment-là, les gens se présentent, les gens se circulent, cherchent des emplois, vont sur Internet, trouvent des emplois, se présentent devant des employeurs, sont embauchés pour 2 ans, pour 3 ans, perdent leur emploi parce qu'il y a un downturn économique, et puis recherchent un... Je veux dire, laissons les acteurs économiques fonctionner librement. Si les États commencent à décider des quotas, eh bien, on va d'abord sélectionner des gens qui n'ont pas forcément les compétences dont ont besoin les employeurs. Ça arrive énormément dans les pays du Golfe, par exemple. Et on ne va pas répondre aux besoins des gens qui ont besoin de venir. Un dernier sujet issu de la presse qui ne concerne pas directement la question des migrants, quoique beaucoup de migrants passent par ce pays-là. Un pays qui souffre, c'est la Grèce, Georges Pop, qui souffre notamment d'une pénurie récurrente de médicaments. Athènes y voit une stratégie de rétention délibérée de la part des firmes pharmaceutiques, ceci après une décennie de surprescription de médicaments très lucrative. Oui, c'est un dossier à lire dans le Courrier. L'entreprise allemande Fresenius Kabi a ainsi annoncé en mai dernier que les solutés de perfusion ne vont plus être vendues aux hôpitaux grecs en raison de l'incertitude de l'économie. C'est un exemple parmi d'autres. En 2012, le groupe allemand Merck avait décidé par exemple d'arrêter de livrer aux hôpitaux grecs qui manquent de liquidité de l'Erbitux. C'est un anticancéreux. Les patients grecs pourront toujours bien sûr se procurer directement ce médicament dans les pharmacies, mais avec un coût de $10,000 par mois. Le traitement est absolument hors de prix pour les malades. À Athènes, on appelle donc les partenaires européens à desserrer la vis pour le budget pour la santé. Entre 2012 et 2015, le budget de la santé en Grèce a été amputé de plus d'1 milliard d'euros. C'est un chiffre très parlant. Un dernier commentaire, François Crépeau, en 30 secondes, parce qu'après on doit se quitter sur ce sujet-là. Écoutez, les problèmes, moi je ne suis pas du tout un spécialiste des problèmes de la Grèce. Ce que je vois, c'est que la Grèce souffre, c'est que la Grèce est une porte d'entrée pour la migration à partir de la Turquie, que les pays européens ont chargé la Grèce, comme l'Italie, d'être les gardiens de la porte, sans se préoccuper de savoir si la Grèce avait les moyens de le faire. La Grèce n'a pas les moyens de le faire, pas plus que l'Italie d'ailleurs, et ni la Grèce ni l'Italie n'ont voulu utiliser la force pour commencer à enregistrer les migrants qui traversent leur territoire. Et ça, pour moi, c'est un élément clé. Comme ces migrants ne sont pas des criminels. Ils ont certainement violé une règle administrative qui oblige à rentrer par tel point, présenter tel papier, mais ce ne sont pas des criminels. Commencer à utiliser la force pour prendre leurs empreintes digitales, les femmes, les enfants, c'est quelque chose qui est politiquement, à mon avis, impossible et immoral, et qui est juridiquement condamnable probablement. Et donc là, il faut créer des systèmes qui incitent les gens à vouloir s'enregistrer. Si vous dites aux demandeurs d'asile, enregistrez-vous en Grèce et vous pourrez demander l'asile ailleurs, les gens vont vouloir s'enregistrer en Grèce. Mais si on leur dit, vous allez être bloqué en Grèce où il n'y a pas d'emploi pour vous ni pour les Grecs, eh bien là, eux, ils vont systématiquement chercher à éviter les contrôles. Donc créons des systèmes incitatifs au lieu de créer des systèmes qui les mettent dans les mains des passeurs. Et on revient au point de départ. Merci beaucoup François Crépeau d'avoir été notre invité à Genève. Vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme des migrants. Je vous souhaite une bonne journée. C'est un plaisir. Au revoir. Merci.